Las Vegas est sans conteste la capitale mondiale du jeu. Autrefois, elle a permis à la FIA de s'enrichir. Les passages souterrains permettaient de faire disparaître les profits des casinos. Aujourd'hui, d'énormes sociétés dépensent des milliards pour créer des spectacles grandioses. Las Vegas, gare à toi! C'est du délire! Il a fallu des sommes colossales pour bâtir cette oasis, et chacun veut sa part du gâteau. C'est énorme. On est dans les entrailles du barrage. Si vous êtes claustrophobe, vous ne tenez pas 2 secondes. Nous plongeons dans le secret des villes pour découvrir la ville du péché. Las Vegas. Bonjour, je suis à Las Vegas, dans le Nevada, la ville qu'on surnomme Sin City. Ici, depuis près d'un siècle, on fait de l'argent en exploitant les principaux vices de l'Amérique. Et cette contrée désertique est devenue une métropole florissante. L'argent reste le moteur de cette cité emblématique du jeu. Des tunnels de contrebande creusés sous l'un des plus vieux casinos du Nevada, aux chambres fortes où reposent les espèces sonnantes et trébuchantes, en passant par des ouvrages d'art titanesques. Las Vegas a toujours fait les choses en grand, en surface et sous nos pieds. Las Vegas est situé au cœur du désert des Mojaves. En espagnol, son nom signifie « les vallées ». Car autrefois, il y avait là des prairies irriguées par des sources naturelles. Aujourd'hui, le verre de Vegas est plutôt celui des billets qu'on y échange. Ici, c'est le règne de la démesure. La ville abrite 15 des 20 plus grands hôtels du monde. Et tous les ans, les joueurs perdent 4,5 milliards d'euros dans ces casinos. Sous le clinquant glamour du Strip, sa principale artère, se trouve une véritable forteresse. Elle abrite la colossale fortune des casinos, leurs 5 milliards d'euros annuels. Dès la naissance de la ville, les joueurs, les escrocs, les tricheurs et même les employés des casinos ont cherché le moyen de déjouer les probabilités en trouvant la faille dans le système. Les établissements s'en protègent en dépensant plusieurs milliards par an pour leur sécurité. Ils mettent en place des contre-mesures tout aussi ingénieuses que les ruses des arnaqueurs les plus habiles. Les casinos de Las Vegas sont sous surveillance 24 heures sur 24, avec des réseaux de caméras et des chambres fortes hyper sécurisées cachées sous terre. Des techniques musclées à la technologie dernier cri, la sécurité des casinos a évolué au fil des décennies. Je suis allé au point de rencontre du vieux Vegas et des gadgets high-tech du 21e siècle. Le casino Fitzgerald est l'un des plus anciens établissements de Fremont Street. La partie du centre-ville qu'on nommait autrefois Glitter Gulch, littéralement le ravin aux paillettes. J'ai rendez-vous avec John Fiato, le directeur de la sécurité du Fitzgerald. Il travaille à Las Vegas depuis 25 ans et sait qu'il est capital d'apprendre à battre les tricheurs pour ne pas perdre un seul centime. On va suivre la sécurité jusqu'à la salle de comptage. Dès notre arrivée, on suit l'exécution d'un rituel parfaitement huilé. Le remplacement de toutes les boîtes pleines par des vides. Un parcours qui se termine dans les chambres fortes souterraines, rarement montrées à la télévision. Qu'est-ce qu'il fait là? Il insère la clé et libère le mécanisme à l'arrière du tiroir. Il peut ainsi retirer la boîte pleine. Il y a de l'argent là-dedans? Voilà. La journée a été bonne. Vous faites ça combien de fois par jour? 3 fois. Tout est prévu et minuté et l'agence de régulation des casinos connaît le planning de chaque établissement. Et qu'est-ce qui se passe si on manque l'un de ces ramassages? Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, leur radar se déclenche et ils cherchent à savoir pourquoi. Nous, on emploie le même raisonnement. Quand on entre dans un casino, c'est pour une raison précise. C'est comme une pièce de théâtre. Les gens viennent pour manger, boire ou jouer. Quand quelqu'un ne fait rien de tout cela, il ne joue pas son rôle dans ma pièce. Et je sais qu'il faut le surveiller. Pour garder ces millions à l'œil, il faut plusieurs niveaux de sécurité.
exercer une surveillance constante et posséder des chambres fortes souterraines. On arrive. On est au sous-sol. Le casino est juste au-dessus de nos têtes. On va entrer dans la seconde salle de comptage des pièces. Tout ce qui a été prélevé dans le casino aboutit ici. Les équipes se relaient toute la journée là-dedans. On voit bien les niveaux successifs de sécurité pour pénétrer dans cet endroit. Cette chambre forte est rarement montrée à la télévision. On y effectue le comptage des pièces et des jetons. Le papier-monnaie, les billets sont comptés dans une autre salle. L'argent descend donc des salles de jeu par un ascenseur de service équipé d'un système de sécurité. Le nombre de points d'entrée et l'épaisseur exacte des murs et des plafonds sont un secret bien gardé. On est au cœur du système. Regardez-moi toutes ces pièces. Elles viennent des machines à sous. Les pièces passent sur le tapis roulant, tombent dans la trieuse, et ensuite... On va les diriger dans l'autre sens. Elles vont monter ce tapis roulant, tomber dans une machine qui va en faire des rouleaux. La machine crache les rouleaux. Ce sont les pièces de 25 cents qui ont été misées hier dans les machines à sous. Comptées par l'équipe du casino. Apportées ici, placées dans la trieuse, et au final, on obtient des rouleaux de 2 $. Et ils roulent vers la banque. Avant d'arriver à la banque, les pièces sont entreposées dans une salle où transite chaque jour la somme de 225 000 €. Il y a de quoi faire saliver tous les gangsters de la Terre. Je me trouve devant des piles d'argent. Il y a bien 75 000 € stockés ici. Et ce n'est que l'une de vos chambres fortes. Exact. Le centre de Las Vegas compte 13 grands casinos. Et il y en a 41 sur le Strip. Chacun d'eux collecte et entrepose tous les jours des millions d'euros dans des pièces protégées par des logiciels sophistiqués de reconnaissance faciale, des lasers et des équipes de sécurité entraînées par les forces spéciales. Tout cet argent exerce une attraction irrésistible sur les arnaqueurs, les voleurs, les tricheurs de tout poil. Des petits génies du MIT qui ont utilisé des modèles informatiques pour accroître leurs chances de gagner au blackjack, aux voleurs à la petite semaine qui attrapent de l'argent sur les tables et s'enfuient en courant. Il existe 1000 manières de flouer un casino. Qu'est-ce qui a changé à Las Vegas depuis l'époque de Bugsy Siegel pour ce qui est de la sécurité? Quand j'ai commencé dans le métier, il y a 25 ans, le rôle des agents de la sécurité se résumait à celui de videur. Aujourd'hui, on communique beaucoup entre nous. Je connais tous les directeurs des autres casinos parce qu'on se réunit tous les mois. On rencontre aussi des gens de la sûreté et même des forces spéciales israéliennes. On s'adapte constamment. Donc, si quelqu'un triche dans votre casino, très vite, les autres établissements vont être alertés. Voilà, quand quelque chose se passe ici, les 13 autres casinos le savent dans la demi-heure. Je quitte la salle de comptage et on me passe au détecteur pour vérifier que je n'emporte pas de pièces. Ils doivent faire autant attention à leurs employés, aux gens de l'intérieur qu'à leurs clients. Ce sont mes lunettes de soleil, c'est bon? Ce sont mes semelles d'acier. J'ai des chaussures de mec. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. John est le chef de la sécurité de ce casino, mais il doit lui aussi passer au détecteur pour prouver qu'il ne vole pas dans la caisse. Mais la meilleure protection de ces salles souterraines vient des salles de jeu elles-mêmes. Ici, les dispositifs de surveillance ultra sophistiqués sont la norme. Depuis les logiciels de pistage implantés dans les jetons aux caméras de surveillance dernier cri. D'après certains experts, il y aurait plus de caméras par mètre carré à Las Vegas qu'il n'y en a dans aucun aéroport ou institution du pays, y compris à Washington. Toutes celles du Fitzgerald sont pilotées depuis une seule pièce, un centre nerveux caché dans les profondeurs du casino. Regardez tous ces écrans. Il y en a combien? Environ 60. Pour des raisons de sécurité,
le visage des contrôleurs qui surveillent ces écrans ne peut être montré. Qu'est-ce qu'on a? Les tables de blackjack, le craps, des gros plans sur les jetons. On peut lire leurs inscriptions. Si on soupçonne l'un des joueurs de cette table de blackjack de tricher, comment on fait pour le surveiller? On regarde les cartes et les mains du croupier, et quand on s'est assuré que la distribution est régulière, on peut naviguer et observer le comportement de chaque joueur. Ils surveillent chaque centimètre carré de l'établissement, y compris ce qui se passe dans la salle de surveillance elle-même. C'est nous, là. Je suis filmé par cette caméra. On ne fait confiance à personne ici. À personne. On surveille tout le monde. En permanence. Tout à fait. On ne peut rien se permettre ici. On espère bien. Dans les années 1900, Las Vegas ressemblait beaucoup à cela. C'était une petite bourgade perdue au milieu du désert qui a commencé à grandir avec l'arrivée du chemin de fer. Mais en 1927, la gare a fermé et Las Vegas était sur le point de disparaître. Un an plus tard, le gouvernement a voté un projet de loi prévoyant le financement d'un ouvrage d'art gigantesque à quelques encablures de la ville, le futur barrage Hoover. C'est un projet titanesque et plutôt risqué. Il s'agit de construire au milieu du désert le plus grand barrage du monde, capable de retenir des milliards de mètres cubes d'eau. Quand sa construction commence en 1930, plus de 42 000 hommes se portent candidats aux 5 000 postes disponibles. On est alors en pleine dépression, et le moindre emploi, si dangereux, difficile et isolé fût-il, est pris d'assaut. Je me dirige vers le barrage Hoover. Lors de sa construction au début des années 30, le gouvernement a logé les milliers d'ouvriers du chantier dans une cité ouvrière flambant neuve, appelée Boulder City. Mais la vente d'alcool y était interdite. Alors quand ces ouvriers avaient besoin de se détendre, ils devaient aller ailleurs. Et où allaient-ils? Dans une petite ville oasis appelée Las Vegas. Le barrage Hoover est situé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Las Vegas, à la frontière entre le Nevada et l'Arizona. La construction de cette 8e merveille du monde a coûté 50 millions de dollars de l'époque, soit 450 millions d'euros actuels. Et on a utilisé assez de béton pour construire une route de 6 mètres de large qui relierait San Francisco à New York. Ce barrage est vraiment spectaculaire. Regardez cette gigantesque voûte. Et à l'intérieur de ce mur de béton, vous voyez les petites fenêtres? Il y a tout un monde. Bill Bruninga, le responsable du barrage, va me guider à l'intérieur de cette structure gigantesque pour découvrir l'envers du décor. Un privilège qu'ont aussi eu les hommes qui l'ont construit il y a 70 ans de cela. Quelle est la hauteur du barrage? Il fait 221 mètres de haut, du lit de la rivière au sommet. Le barrage Hoover exploite un fleuve puissant, le Colorado. Le barrage arrête sa source pour former le plus grand réservoir du monde, le lac Mead. Il produit ainsi de l'électricité pour la Californie, l'Arizona et le Nevada. Il y a des ascenseurs dans la structure? Oui, 2. Et ils nous permettent d'accéder à l'intérieur du barrage lui-même. Cet ascenseur parcourt 150 mètres en 1 minute. Nous n'avons mis que quelques secondes à parcourir la moitié de la hauteur. Mais en cas de panne d'électricité, on peut aussi emprunter les 4000 marches de l'escalier. Regardez-moi ça. C'est l'escalier qui conduit au sommet du barrage? Oui, Il est loin? à un peu plus de 60 mètres. Eh ben, Impressionnant, hein? Et regardez dans l'autre direction, vers le bas. c'est dingue. En gros, d'ici, on voit l'intérieur du barrage de haut en bas. Nous suivons les tunnels d'entretien conçus au départ pour surveiller l'état du barrage. Une simple fissure aurait pu engendrer une terrible catastrophe.
Sans ce barrage, 25 millions de gens seraient privés d'eau. Il faut mettre nos casques. La sécurité avant tout. Les casques de chantier ont été inventés ici, pendant la construction du barrage. Les ouvriers mettaient 2 casquettes l'une sur l'autre et les trempaient dans le goudron pour se protéger la tête. Au plus fort du chantier, 5000 ouvriers travaillent ici en 3-8, bravant une température de 48 degrés et les chutes de matériaux, sans véritable équipement de sécurité. Regardez ça. Ce sont les trous creusés pour les explosifs. On plaçait les bâtons de dynamite dans ces ouvertures. Il y en a partout. L'explosion de dynamite libère souvent du monoxyde de carbone, un gaz mortel. La seule mesure prise pour la sécurité des ouvriers, ce sont les chasseurs. Des hommes qui traversent les galeries en courant toutes les 12 minutes pour évacuer ceux qui se sont évanouis. Et parfois, ils ne sont pas assez rapides. 96 hommes sont morts en 5 ans dans la construction du barrage. Mais pendant la Grande Dépression, les candidats ne manquent pas. Les hommes sont prêts à tout pour un salaire décent. Les jours de congé, les ouvriers vont à Las Vegas. Le jeu, l'alcool et la prostitution y sont légaux. Peu à peu, la ville se forge une réputation de cité de tous les vices. Et tous les dangers et souffrances qu'ils endurent ont pour but de créer ceci, de l'électricité. Qu'est-ce que c'est? Oh la vache, les turbines! C'est ici qu'on produit l'électricité? C'est la centrale hydroélectrique de l'Arizona. Les 17 turbines du barrage sont réparties dans 2 ailes de 200 mètres de long, 9 en Arizona et 8 au Nevada. Elles génèrent en tout une production de 2000 mégawatts. Si le barrage ou les turbines venaient à s'arrêter, il y aurait des coupures de courant dans 3 États et toute l'économie du sud-ouest du pays en pâtirait. Le lac Mead est de ce côté, et nous sommes au cœur du barrage. C'est l'intérieur de ce qu'on voyait de là-haut. Ces turbines entraînent un générateur qui produit du courant électrique. Les bâtiments des turbines sont situés près de la base du barrage et reliés à la surface, 150 mètres plus haut, par 11 km de tunnels d'entretien. Mais il existe un niveau encore plus profond. La galerie de ruissellement. Une zone creuse qui permet de recueillir l'eau qui suinte de la roche et de la pomper pour la rejeter en aval. Pour des raisons de sécurité, je vais vous demander d'éteindre les caméras. Éteignez les caméras. La base du barrage est soumise à une pression intense. Elle est donc plus vulnérable aux accidents naturels et aux actes de malveillance. Voilà pourquoi l'accès en est interdit et sévèrement gardé. Bon, les visiteurs peuvent admirer une grande partie du barrage de l'extérieur. C'est un véritable monument national, c'est fabuleux. Un ouvrage d'art magnifique. Mais il y a aussi le ventre de la bête, les mécanismes qui sont là-dessous. Entrée interdite. Et nous, on entre. Normalement, cette pièce est remplie d'eau. Elle recueille les eaux de ruissellement. Mais ils l'ont vidée pour nous la faire visiter. Regardez au-dessus de votre tête. C'est un phénomène de calcification. Le calcaire contenu dans l'eau se dépose sur les parois. Là, on sent vraiment qu'on est dans l'un des plus grands barrages du monde. Ça devient boueux, faites attention, c'est très glissant. Au niveau le plus inférieur du barrage, une pompe fonctionne en permanence pour évacuer les 6800 litres d'eau qui suintent des parois du canyon. On voit toute l'eau qui ruisselle le long de la roche et qui est recueillie en contrebas. On se sent vraiment tout petit ici. On se trouve sous des dizaines de mètres d'épaisseur de béton. De part et d'autre, on a les parois du canyon et là, derrière, le lac Mead. Et ces millions de litres d'eau. Et tout cela fait pression sur l'endroit où on se trouve, ici même. Si on est claustrophobe, on ne tient pas 2 secondes. 1 minute plus tard, nous pénétrons là où peu d'hommes ont mis les pieds. Le fond du barrage Hoover, sous ses 3 300 000 mètres cubes de béton. On est loin de la surface? On a plus de 210 mètres de béton au-dessus de nos têtes. Et là, des millions de litres d'eau. Oui, et on est à quelques mètres du soubassement rocheux. D'accord. Donc, on est au fond du barrage. Voilà. Pour commencer, les ingénieurs ont foré 4 tunnels de dérivation pour dévier les eaux du Colorado.
Ils ont ensuite creusé les parois rocheuses du Black Canyon pendant 2 ans pour dégager l'espace nécessaire à la construction du barrage. On y a alors coulé 6 millions de tonnes de béton pour édifier le barrage lui-même. Pour s'assurer que le béton serait à la fois sec et résistant, les ingénieurs ont divisé la base en 230 blocs individuels. Ces blocs ont été élevés comme des colonnes et on a ensuite coulé du béton dans les interstices. Le barrage a été achevé en 1935. Les tunnels de dérivation ont alors été temporairement condamnés et le lac Mead a commencé à se remplir. Pour finir, ces tunnels ont été convertis en déversoirs, permettant de réguler le niveau du lac de barrage, un peu comme le trop-plein d'une baignoire. Nous avons pu visiter ces canaux d'écoulement situés 170 mètres sous le sommet du barrage. Nous allons faire une balade en bateau, en aval du barrage. C'est dingue. Il est énorme, ce tunnel. Et sombre avec ça. Nous sommes derrière les parois du canyon, dans un tunnel de 15 mètres de diamètre. Ces immenses galeries sont encore aujourd'hui indispensables. Si le niveau du lac Mead monte trop et qu'on veut évacuer cet excès d'eau, celle-ci s'engouffre dans ce tunnel et se précipite vers l'aval. Et si on se trouve là à ce moment-là, on est projeté direct au Mexique. On voit la lumière du jour. Tout à fait. C'est vraiment énorme. C'est génial. Alors regardez, on voit la lumière du jour là-haut. Le lac Mead est juste derrière. C'est ici que l'eau s'écoule pour réguler le niveau du réservoir. Nous marchons sur du béton des années 30, un témoignage du génie de cette époque. C'est ce genre d'ouvrage d'art qui a fait la grandeur de l'Amérique. Des projets ambitieux comme celui-ci. Ce n'est qu'une petite partie du barrage. Et regardez, c'est immense. Ça dépasse l'imagination. Las Vegas, c'est à la fois l'Ouest sauvage et une métropole où tout est possible. Dès lors, on comprend que la pègre ait voulu mettre la main dessus. Mais dans l'Ouest, les activités criminelles ne se cantonnent pas à Las Vegas. Elles s'installent aussi dans des montagnes isolées du nord du Nevada. L'hôtel casino de Cal Neva est situé sur les rives du lac Tahoe, dans la Sierra Nevada. Je vais retrouver Bill Eddington, un spécialiste du jeu au Nevada. Il va me faire visiter l'endroit. Bâti en 1926, le Cal Neva est à cheval sur la Californie et le Nevada. Autrefois, dans cette retraite au cœur de la forêt, la clientèle riche et célèbre de l'hôtel a pu s'adonner impunément au jeu, à l'alcool et à la prostitution. Tout cela grâce à un réseau secret de galeries souterraines conçues par des gangsters. En fait, la région de Reno était un peu un terrain d'essai pour la pègre au Nevada. On a eu des mafieux, mais c'était des gens du coin. Ils n'appartenaient pas aux grandes familles de Chicago ou de New York. La salle de spectacle a accueilli bien des vedettes de l'époque. Mais il est possible que certains des plus terribles criminels d'Amérique en aient tiré les ficelles en coulisses, au nez et à la barbe des clients. L'endroit a été fréquenté par des mafieux, c'est un fait. Ils ne devaient pas être vus en public. Mais comme ils voulaient assister au spectacle, ils utilisaient le réseau de tunnels pour venir des chalets jusqu'à cet endroit. Et ensuite, ils pouvaient s'installer dans les combles. Une trappe donnant dans les souterrains permet aux mafieux recherchés par la police ou aux vedettes avides de tranquillité de s'éclipser. Ça permettait aussi d'évacuer les bénéfices du casino. On le transportait dans des sacs en papier. Avec tous ces passages souterrains, il n'était pas difficile de sortir l'argent d'ici. La situation frontalière du Cal Neva permet de faire transiter l'argent sale d'un État à l'autre.
Et si la police fait une descente, il est facile de s'échapper. C'est là. Cet accès est interdit au public? Personne ne peut entrer. D'accord. Nous sommes sous l'hôtel Calneva. Et tout ça, ce sont les tunnels d'un immense bar clandestin de l'époque. C'est un vaste réseau de galeries qui part dans toutes les directions. Et regardez jusqu'où ça va. C'est immense. En tout, 100 mètres de tunnels secrets parcourent le Calneva. Ils partent du bâtiment principal et se séparent pour rejoindre les différents chalets. Leurs occupants peuvent ainsi à tout moment quitter l'hôtel sans être vus. À l'époque, pendant la Prohibition, ces tunnels servent de dépôt d'alcool clandestin. Mais lorsque la mafia s'installe ici, elle y cache ses opérations illégales et même certaines vedettes de ses amis. Depuis que le jeu est devenu légal dans le Nevada en 1931, la pègre tente de faire main basse sur ce marché juteux. Tous les mafieux du pays veulent une part du gâteau des casinos, attirés par ce flot d'argent liquide facile à dissimuler aux impôts. Boxy Siegel possède déjà le Flamingo de Las Vegas, lorsqu'un autre illustre membre de la pègre s'intéresse à cet endroit. Sam Giancana était le chef d'une des grandes familles du crime organisé de Chicago. Un grand ponte. Absolument. Il aurait commandité les meurtres de 200 personnes. Le principal obstacle, c'est le livre noir de la commission du jeu du Nevada. Une liste d'indésirables qui ne sont pas autorisés à entrer dans un casino, et encore moins à en posséder un. Ceux-ci ont donc besoin d'hommes de paille. Et plus ils sont respectables, mieux c'est. C'était courant dans le pays, ce genre de partenariat secret. Les membres de la pègre restaient dans l'ombre et trouvaient quelqu'un pour leur servir d'alibi. Oui, c'est ce qui se faisait. L'un de ces propriétaires connus et respectables du Calneva n'est autre que Frank Sinatra. L'acteur est alors réputé proche de la mafia. Et le FBI rédige un dossier de 2000 pages qui montre ses liens avec des gangsters notoires, comme Carlo Gambino et Sam Giancana. Frank Sinatra attire au Calneva des grands noms du show business, comme ses amis du Rat Pack, Marilyn Monroe et peut-être même John Fitzgerald Kennedy. Et tout ce qui se passe dans ces tunnels, affaires criminelles ou liaisons secrètes, ne sort pas d'ici. Ces briques datent des années 60, donc de l'époque de Sinatra. Il a fait creuser ce tunnel, puis abattre un mur, pour relier ce réseau à l'entrepôt qui servait à stocker de l'alcool de contrebande pendant la Prohibition. Il a tiré parti de cette ouverture pour conduire aux chalets qui sont à l'extérieur. C'est l'entrée du monde souterrain de Frank Sinatra. Mais la fête est brusquement interrompue en 1963. Sinatra se dispute avec le chef de la commission du jeu du Nevada. Et après quelques insultes et jurons bien sentis, le crooner perd l'autorisation de posséder un casino. La plupart des tunnels sont condamnés et la pègre est chassée du Calneva. Bientôt, elle devra aussi quitter Las Vegas. Las Vegas a beau être situé en bordure du désert des Mojaves, l'un des lieux les plus inhospitaliers au monde. Les inondations sont fréquentes et menacent constamment la ville. En moyenne, Las Vegas reçoit 10 cm de précipitations par an. Mais il arrive que des crues subites inondent les rues en quelques heures. Le Strip devient alors un véritable torrent qui se répand dans les casinos. Pour la ville, ces inondations ont un coût exorbitant. Mais elles continuent de croître. Et du fait du changement climatique, les futures inondations pourraient causer des dégâts catastrophiques. Las Vegas est située au fond d'une vallée en forme de cuvette. Quand des orages s'abattent sur la région, l'eau de pluie converge vers le fond de la vallée. Et la combinaison d'un sol dur et aride et de kilomètres de goudron l'empêche de s'écouler.
J'ai rendez-vous avec Gail Fraser, spécialiste du contrôle des inondations. Il va nous montrer les structures massives que la ville construit pour se protéger de ces orages violents. On est entouré de chantiers de construction. Oui, les gens ici aiment se renouveler et faire toujours mieux. Et la ville continue de croître. Oui, la population double tous les 10 ans. Impressionnant. Il y avait 500 000 habitants quand je suis arrivé. L'agglomération compte aujourd'hui 2 millions d'habitants. La population a augmenté de 85% en 10 ans. Et tout le monde est en danger. On est en plein désert, mais l'eau menace la ville. On a vu des crues de 10 cm en 90 minutes, des canaux gonflés de 2 mètres en 7 minutes, des réservoirs dont le niveau a monté de 4 mètres en 14 minutes. Pour se débarrasser du problème, on construit de gigantesques tunnels souterrains, capables de recueillir et rediriger le flot. Voilà l'un de nos chantiers. Et ça, c'est... Ces boîtes? Ces boîtes de béton vont être enfouies sous terre. Voilà. Ces sections cyclopéennes mesurent 2,40 mètres sur 4,90 mètres. Leur forme rectangulaire permet à l'eau de circuler plus vite que dans des conduits circulaires, à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Regardez ce monstre. Ce bloc va passer au-dessus de ma tête, et puis ils vont le déposer dans une tranchée, le futur réseau d'évacuation des eaux. C'est là-dedans qu'ils vont le placer. Il faut une grue géante comme celle-ci pour soulever des blocs aussi lourds. Et ce sont ces deux gars qui guident le mouvement. C'est fou. Mais pour bien saisir le gigantisme de ce chantier, il faut descendre dans le conduit. Harold Hoover, l'entrepreneur chargé du projet, me fait faire le tour du propriétaire. On voit ici cette couche de terre compacte et complètement étanche qui rend l'eau si dangereuse. Ces galeries vont donc garantir la sécurité de Las Vegas. Il est géant ce tunnel. À quelle profondeur sommes-nous? 1,50 m au haut du tunnel et 4,50 m en bas. Au-dessus de nos têtes, il y a les rues de Las Vegas et les passants n'ont aucune idée de ce qui se trouve sous leurs pieds. Non, les voitures circulent normalement. C'est dingue. On est loin du strip, À une vingtaine de kilomètres. mais ce qu'on fait ici a un impact sur le strip. Sans cette structure, il peut être submergé. En 1975, un torrent d'eau s'abat sur la ville et se déverse dans le strip. Les autorités craignent alors qu'une seconde crue de ce type ne soit fatale à l'économie de la ville. Elles mettent donc sur pied un projet de 3,2 milliards d'euros afin de protéger leur principal atout, l'afflux d'argent contre un terrible afflux d'eau. D'ici, on se rend compte du gigantisme de ce chantier. Chacune de ces boîtes est assez grande pour contenir un énorme volume d'eau. Et en plus, il y en a des centaines, collées les unes aux autres, à perte de vue. Le tunnel dans lequel je me trouve appartient à un gigantesque réseau long de 720 km. Et on prévoit d'en construire encore autant. Parti d'un simple tunnel, ce réseau s'est mué en une véritable toile d'araignée à mesure que la population de la ville explosait. Ces canalisations, faites de milliers de boîtes de béton encastrées, évacuent l'eau de pluie vers 75 immenses bassins, d'une taille moyenne d'une trentaine de terrains de football. Cette eau s'écoule ensuite peu à peu vers le lac Mead. Combien de tunnels y a-t-il en tout? Je dirais qu'il y en a à peu près 500. Et ils mesurent entre 60 mètres et plusieurs kilomètres. Le tunnel dans lequel nous marchons est en pleine construction. À la fin de la journée, 15 nouvelles sections auront été mises en place. Chacune d'entre elles pèse près de 7 tonnes. Mais en dépit de leur taille, elles s'emboîtent parfaitement grâce à un assemblage de type rainure et languette. Louis, descends la boîte! La grue va déplacer l'une de ces boîtes. Elle vient vers nous. Il faut qu'on sorte de là, non? La boîte va venir se placer juste devant nous et remplir parfaitement cet espace. C'est bon?
Dès que la grue a déposé la section de béton, les ouvriers appliquent un enduit d'étanchéité à la jointure des boîtes. Il s'est mis en place comme par magie. On va la soulever un peu et le bulldozer va la pousser. Ça y est, elle est en place. C'est fait. Et au bout du compte, ça va former un tunnel. Exactement. Voici le Bellagio, l'un des plus célèbres hôtels de Las Vegas et l'un de ses plus grands casinos. Il ratisse des millions de dollars tout au long de l'année. Mais ce qui attire le plus les gens, ce n'est pas le casino, c'est ceci. Quand le Bellagio commence le spectacle, ces fameuses fontaines peuvent projeter 4500 mètres cubes d'eau à 140 mètres dans les airs. Ce lac ne sert pas seulement à alimenter la ville en eau potable. Il a été conçu dans le but d'émerveiller les spectateurs qui viennent l'admirer par milliers. Le spectacle se passe ici, mais il est dirigé depuis une sombre caverne cachée dans les profondeurs de l'hôtel, loin sous la surface du lac. L'immeuble du Bellagio et ses 36 étages sont situés à l'extrémité nord du Strip. L'hôtel Casino a ouvert en 1998 et coûté plus de 1,2 milliard d'euros. Sa principale attraction est sans conteste ses jeux d'eau. Ce show spectaculaire est orchestré depuis une zone souterraine surnommée la Batcave, comme la grotte secrète de Batman. Avant le premier spectacle de la journée, nous avons pu avoir un aperçu de l'intérieur de la fontaine. Ces immenses hôtels sont vraiment impressionnants. J'ai rendez-vous avec Gene Bowling, le responsable des fontaines du Bellagio. Il va me dévoiler leur fonctionnement. Bonjour, ça va? Bien et vous? Très bien. Attendez de voir ce qu'il y a au sous-sol. Je vous suis. C'est parti. Voici la Batcave, les coulisses de la fontaine. Génial. Il y a même des canards. Eh oui, on a tout ce qu'il faut. Une équipe de 36 ingénieurs et plongeurs expérimentés travaille 24 heures sur 24, 365 jours par an, à la bonne marche de ce show aquatique de 30 millions d'euros. Ça, c'est notre super pompe. C'est l'un des éléments de notre spectacle. C'est ce qui produit ces jets d'eau qui jaillissent vers le ciel. Exactement. J'ai été invité à plonger dans le lac pour assister à l'entretien d'une super pompe. C'est déjà super de pouvoir visiter leurs installations. Mais aller sur place, dans le lac, pour voir les travaux de maintenance quotidiens, c'est vraiment génial. On va approcher l'une des super pompes, ces énormes canons à eau qui envoient l'eau à 75 mètres de haut. Ces petits points, ce sont les emplacements des super pompes. On va aller y jeter un œil et vous pourrez même en tester une. Moi? Vous allez voir, elles sont vraiment super puissantes. Génial. On emmène celle-ci? Oui. Magnifique. Ok, c'est parti. C'est dingue à quel point ça ressemble à un vrai lac. C'est immense. Le lac du Bellagio mesure 3 hectares et demi et contient 100 000 mètres cubes d'eau, l'équivalent de 35 piscines olympiques. Je commence à voir apparaître les différentes installations sous la surface. L'eau est profonde? La zone la plus profonde fait 4,10 m afin de masquer l'équipement qui mesure jusqu'à 3,60 m de haut. Il faut qu'il soit complètement immergé. On est en plein désert, au milieu d'un lac de 3 hectares. C'est déjà assez délirant en soi. Mais en plus, tous ces éléments ont besoin d'être entretenus. C'est une opération d'envergure et je vais plonger pour y assister. En fait, je suis la première personne extérieure de l'équipe à voir de près toutes ces installations. C'est vrai. On n'avait jamais autorisé personne à le faire.
Ce qui me surprend le plus, c'est la quantité de structures métalliques nécessaires pour maintenir tout cet équipement en place. C'est à cause de la puissance des jets d'eau? Exactement. Ils sont aussi fixés au fond du lac, dans du ciment. Autrement, l'eau serait projetée dans tous les sens et on aspergerait tous les hôtels alentours. Les fontaines sont commandées par un système informatique ultra sophistiqué. Le lac possède plus de 4000 lampes sous-marines, coordonnées avec plus de 1000 bus fixes et 208 bus articulés qui créent l'effet des jets d'encens. 792 mini-pompes font jaillir l'eau à une trentaine de mètres et enfin les plus grosses, les 192 super-pompes envoient de gigantesques jets d'eau culminant à 140 mètres de hauteur. Je ne sais pas comment vous faites pour les mettre à la verticale. Je suis complètement désorienté. Voilà SCRI 41. Elles ont toutes un numéro et il faut trouver la bonne. On va continuer à avancer. La 36. On est arrivé à la 35. Charlie m'a autorisé à faire quelque chose qui est normalement réservé aux plongeurs d'élite du Bellagio. Faire fonctionner l'une de leurs super pompes sous-marines. Leur puissance est telle que la détonation pourrait me tuer si je me trouvais au mauvais endroit au mauvais moment. La super pompe est un tube rempli d'eau relié à un réservoir d'air. Ce dernier est muni d'un clapet contrôlé par magnétisme. Lorsqu'il s'ouvre, l'air s'engouffre dans le tube et chasse l'eau qui surgit alors avec une puissance phénoménale. Que va-t-il se passer quand je placerai cet aimant ici? Ça va déclencher le mécanisme du clapet et quand il s'ouvrira, il va libérer de l'air à une pression de 34 bars. Celui-ci sera propulsé dans la super pompe et fera jaillir l'eau à 140 mètres de hauteur, presque autant que la tour. Il faut que je m'attache? Non, ne vous inquiétez pas, restez comme ça. Bon, je le mets, je compte jusqu'à 4 et je l'enlève. Las Vegas, attention les yeux, c'est parti. 3, 4, je l'enlève. Waouh! Et voilà. C'était énorme. Vos impressions? C'était fantastique. Déclencher un mécanisme d'une telle puissance, c'est vraiment impressionnant. J'ai déclenché une charge phénoménale sous le lac du Bellagio. C'est pas rien, cette fontaine. Des spectacles grandioses agrémentant le strip. Aux techniques de surveillance ultra sophistiquées, Las Vegas reste fidèle à sa devise. Pour gagner de l'argent, il faut en dépenser. Ce mirage de béton et de lumière isolé en plein désert a été construit à la fois par des personnes louches et de brillants ingénieurs. Ils ont une chose en commun. Leur chef-d'œuvre se trouve sous les rues de la ville.